Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de reportage et d'expertise sur Public Sénat. La promesse est dans le titre de l'émission, donner du sens à l'actualité, vous proposer des clés de compréhension des mutations de nos sociétés. 90 minutes de débat avec l'actu pour commencer. Et ce soir, nous avons choisi de partir en Iran pour comprendre ces manifestations qui secouent le pays après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. Révolte ou révolution, le régime des mollahs peut-il vaciller? Quel rôle peut jouer la communauté internationale alors que les négociations sur le contrôle du programme nucléaire sont dans l'impasse? L'analyse de nos experts dans 2 minutes. Et puis pour notre second débat, je vous propose de remonter le temps 30 ans en arrière. Oui, nous voulons l'Europe, mais debout. Parce que, monsieur le ministre, c'est debout qu'on écrit l'histoire. Le 20 septembre 1992, malgré cette mobilisation de Philippe Séguin quelques mois auparavant, le oui l'emporte de justesse lors du référendum sur le traité de Maastricht. C'est le point de départ de la monnaie unique, une étape majeure de la construction européenne. Mais c'est aussi la naissance d'une fracture politique sur laquelle le populisme et les extrêmes vont prospérer. Relire le passé pour mieux comprendre l'actualité, c'est aussi l'objectif de Sens Public. Rendez-vous dans 45 minutes pour ce débat. Mais d'abord, l'histoire de Mahsa Amini. Elle avait 22 ans. Sa vie a basculé lundi dernier quand des policiers en civil l'arrêtent pour port de vêtements inappropriés. Jérémy Heinzmann. Le drapeau national retiré et piétiné par ces manifestants lundi soir à Téhéran. Signe que la colère monte encore d'un cran en Iran, 4 jours après la mort de Mahsa Amini. Le 13 septembre, cette jeune femme de 22 ans est arrêtée dans la capitale par la police des mœurs, car son voile ne cache pas assez ses cheveux. Elle décède mystérieusement 3 jours plus tard à l'hôpital. Elle est tombée dans le coma peu de temps après s'être effondrée au centre de détention de Vozara. Selon certaines informations, mademoiselle Amini a été frappée à la tête avec une matraque par la soi-disant police des mœurs et sa tête a cogné contre un véhicule. Les autorités rejettent toute responsabilité, mais cette mort choque le pays et déclenche une vague de protestations sur les réseaux sociaux et dans la rue. Le lendemain, jour de ses obsèques dans la province du Kurdistan, des femmes retirent leur voile, geste interdit en Iran. D'autres scandent « mort au dictateur ». D'autres encore se filment à visage découvert, en train de se couper les cheveux. Les manifestations gagnent Téhéran et ses universités, où l'on réclame la fin de la loi de 1979 sur le hijab obligatoire et la suppression de la police des mœurs. Des mouvements fortement réprimés par la police iranienne ces derniers jours. Pour tenter de calmer la situation, le président conservateur Ebrahim Raïssi a demandé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les circonstances de la mort de Mahsa Amini. Un nom déjà devenu un symbole international, comme ici à Berlin, où des femmes se coupent les cheveux en signe de soutien aux Iraniennes. Voilà, pour analyser la situation en Iran, j'accueille Agnès Levallois. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes maîtresse de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Manas Chirali, bonsoir, bienvenue à vous aussi. Vous êtes sociologue, politiste, spécialiste de l'Iran. J'accueille Christian Macarian, bonsoir, bienvenue à vous, éditorialiste international au Point et à Radio Classique. Et Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir. Laetitia, comment analysez-vous ces manifestations, Agnès Levallois? Est-ce qu'on peut évaluer, peut-être, c'est difficile j'imagine, mais l'ampleur de cette mobilisation? Alors c'est très difficile d'avoir des éléments précis quand même sur cette mobilisation. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, le drame qu'a vécu cette jeune femme a suscité une vive réaction, mais ça n'est pas la première réaction. C'est-à-dire qu'on voit régulièrement maintenant, depuis des années, des mobilisations, et lorsqu'il y a un événement de cette importance, en fait, on sent que tous les ingrédients sont là pour qu'il y ait une réaction, et on sent que cette société iranienne ne supporte de moins en moins ce système politique, cette écrasante république islamique avec les contraintes très fortes, en particulier pour les femmes, mais pas que. Mais là, ça s'incarne dans le drame qu'a vécu cette jeune femme. Et donc, on voit bien que toutes les occasions sont bonnes, si je puis dire, pour pouvoir exprimer, passer mon expression, ce ras-le-bol de la société iranienne, des femmes. Mais on a vu aussi des hommes manifester, parce qu'ils sont en soutien aussi à ces manifestations, puisque je crois que
en particulier la jeune génération aussi, ne peut plus vivre sous le joug de cette République islamique, qui est là depuis 1979. Et je crois que la réaction du pouvoir est aussi à la hauteur de l'inquiétude que suscitent ces manifestations au pouvoir, qui se rend compte qu'effectivement, la légitimité dont il a disposé pendant longtemps, dont il dispose encore, il ne faut pas croire que le régime va être balayé, mais en tout cas, cette légitimité est remise en question par de nombreux Iraniens et Iraniennes. Et ça, je crois que ça fait très peur à ce régime, parce que la mobilisation, lorsqu'on voit ces manifestations dans la rue, ça suscite évidemment beaucoup d'inquiétudes. On va y revenir évidemment sur la réponse du régime. Manashir Ali, est-ce que vous avez pu, vous aussi, j'imagine, essayer de glaner des informations sur le nombre de villes touchées? On l'a vu dans le sujet, ça part du Kurdistan, qui est quand même une région particulière dans cette partie de la planète. Ça part du Kurdistan, ça fait un peu tache d'huile. Qu'est-ce que vous en savez sur le nombre de villes touchées? En tout cas, ce que je peux constater à travers les témoignages des jeunes, je trouve qu'on est en face d'un événement d'une dimension très particulière, d'une nouvelle dimension, dans le sens où, dans le décès, dans le meurtre de Mahsa Amini, une grande partie de la jeunesse iranienne, qui était jusqu'à là dans l'indifférence, qui était réfugiée dans l'indifférence, et cette partie de la jeunesse s'est réveillée. Et vous savez, dans des situations difficiles, dans des sociétés difficiles, quand les gens n'arrivent pas à changer leur destin politique, ils se réfugient dans l'indifférence. Je m'en foutisme, c'est un mécanisme d'autodéfense. Donc là, vous dites c'est différent des mobilisations précédentes. Cet événement a réveillé cette partie importante de la jeunesse qui s'était réfugiée dans l'indifférence, dans le je m'en foutisme. On voit qu'ils se réveillent, ils se sentent en danger, ils savent qu'ils vivent sous un régime que même s'ils ne sont pas politisés, même s'ils ne se mêlent pas dans les affaires de la vie politique, en même temps, tout en restant à leur place, ils sont menacés. C'est pourquoi, depuis quelques jours, je n'arrête pas de recevoir toute une série de messages de la part des gens qui m'ont jamais écrit. Par centaines sont en train de m'écrire, des toutes jeunes filles entre 15 et 25 ans. C'est la première fois. Elles m'écrivent en disant que « Madame Shirali, nous sommes en danger. Nous n'osons pas le dire à nos parents, mais nous sommes en danger. Ils vont nous tuer. » Le téléphone de Christian Marcarian sonne. C'est le moment où j'allais vous poser une question. Ça tombe bien, je vais vous redonner la parole dans un instant. Et évidemment, on cherche, et c'est compliqué, on l'a bien compris avec l'une et l'autre, de mesurer l'ampleur. Je disais révolte ou révolution quand j'ai ouvert cette émission. Et de mon regard, qui est beaucoup moins affûté que le vôtre sur ces questions, je pense au printemps arabe, Christian Marcarian. Est-ce qu'on peut comparer? Parce que là, il y a eu une étincelle aussi dans le printemps arabe. Il y a eu un jeune homme qui s'est immolé par le feu, si on s'en souvient bien. Est-ce que ça peut être comparable, d'après vous? Ou est-ce que finalement, là, c'était des dictateurs civils, on est face à un régime religieux? Est-ce que c'est comparable? C'est une bonne question. J'avoue que je n'y avais pas pensé. Mais non, je ne crois pas que ce soit comparable. D'abord parce qu'il y a déjà eu des soubresauts antérieurs, notamment lors des élections présidentielles truquées. Je me souviens, les manifestations les plus massives pour Ahmadinejad, en l'occurrence, il y a déjà eu des soulèvements qui ont été réprimés selon des techniques qui ont été très bien décrites, les nervis du régime, qui ont un intérêt, qui sont financés, qui n'ont pas de job s'ils ne font pas ça, constituent une véritable colonne vertébrale répressive du régime, etc. Là, tout est démantibulé. C'est un langage, une attitude lancée par des femmes qui, à mon avis, est une véritable interpellation pour le régime. Ce régime sait réagir aux révoltes politiques. Il sait réagir aux soulèvements de jeunesse par la répression. Je ne suis pas sûr qu'il sache réagir aux mouvements de fond de nature sociétale. C'est-à-dire quelque chose qui n'exprime pas un point de vue politique résolument engagé, mais quelque chose qui exprime un désir de vivre et d'affirmer des valeurs qui est au fond un rappel à l'essentiel que le régime a violé constamment
depuis son origine. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'existentiel. Donc de ce point de vue-là, je ne crois pas du tout que ce soit comparable au mouvement arabe qui visait fondamentalement à renverser un tyran, à instaurer une forme démocratique. Ça n'a pas abouti, mais là, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus profond. C'est assez pacifique, pas pacifiste, hein, et c'est vraiment fondé sur des valeurs qui existent à l'intérieur du peuple iranien. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est qu'il me semble que ce mouvement auquel on assiste en Iran, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec Christian Macarian, je pense que ça montre aussi l'énergie et la volonté de ces jeunes sociétés, des sociétés qui sont très jeunes dans toute la région, en Iran comme dans les pays voisins qui sont des pays arabes, la majorité d'entre eux. Et tous ces différents mouvements et la référence à 2011 et éventuellement la réplique de 2019 montrent cette formidable volonté de vivre de ces jeunes populations. Et en ça peut se rejoindre, même si les sociétés sont différentes, même si les systèmes politiques sont différents. Mais je crois que le trait commun à l'ensemble de ces mouvements, c'est cette volonté très forte de ces jeunes de dire il y en a assez de systèmes politiques qui nous oppriment, qui ont un fonctionnement qui ne nous convient pas, et nous, on veut faire entendre notre voix. Alors évidemment que ça va prendre des formes différentes, que l'Iran n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte, mais je crois qu'il ne faudrait pas oublier ce formidable élan de ces sociétés. J'ai coutume de dire que ce sont des sociétés qui sont en mouvement. Et ce qui se passe en Iran démontre ce mouvement de ces femmes en particulier, de ces jeunes femmes qui ne veulent plus vivre dans ces conditions. Et quelle est l'ampleur de ces mouvements ? Parce que là, quand on lit, par exemple, dans les journaux, on entend 500 personnes dans cette ville, 500 là, quelques dizaines. On a du mal à mesurer l'ampleur du phénomène. Voyez-vous, si bien sûr il y a plusieurs foyers de contestation, je comprends que c'est important, mais si c'est 10% de la population, 5, 2... Vous savez, ces mouvements ne mobilisent jamais des millions de personnes. Hein. On l'a bien vu dans les autres mouvements de contestation, mais je vais laisser parler, parce que je pense qu'elle a beaucoup plus d'éléments que moi. Mais les révolutions n'ont jamais été faites avec des majorités. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce mouvement, pour l'instant, est dans plusieurs villes. C'est-à-dire que ça s'est passé à Téhéran, il y a des mobilisations à Téhéran, mais dans le Kurdistan, d'où est originaire cette jeune femme. Et donc le fait qu'il y ait des mouvements dans les différentes villes de Téhéran, maintenant il faut voir dans les campagnes, est-ce que ça peut atteindre de la même façon, où la société souvent plus conservatrice, mais ça je vous laisse parler, je pense que vous êtes beaucoup plus compétent. On ne mesure pas ce type de mouvement par le nombre des gens. On mesure par la grandeur de la terreur qui règne sur une société et ces gens qui osent braver les interdits. Et dans une société militarisée, terrorisée comme la société iranienne, le fait que les gens osent sortir sans voile, crier à bas la dictature, c'est énorme. Ça montre que derrière, il y a un mouvement massif de contestation. Des jours entiers, les Iraniens écrivent sur les réseaux sociaux, ils crient leur rage. Et là, on voit à travers un événement, un meurtre, une étincelle de ce genre, tout d'un coup, les gens osent braver les interdits. Pour moi, c'est ça qui est important. Et il faut parler quand même de l'immense courage de ces femmes et aussi de ces hommes qui manifestent aujourd'hui. Que risque-t-il? Au minimum la prison? Pas forcément? Comment ça peut se passer? Alors, j'ai entendu dire, en fait, parce que je suis les Iraniens à travers mes contacts, à travers mes relations, et dans les manifestations, cette fois-ci, le régime ne tue pas, contrairement au novembre 2019, qu'il a carrément ouvert les chars sur les gens et ils ont tir quand même. Alors cette fois-ci, les tirs ne sont pas comparables avec le novembre 2019. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il procède à des arrestations massives. Par exemple, dans la région de Kurdistan, hier, ils ont passé les gens une nuit terrifiante parce que les postarons, les polices de la République islamique, les policiers de la République islamique, ils arrêtaient les gens en masse. Ils frappaient à leur porte, ils les arrachaient de leur lit, de leur chambre, de leur maison, et ils les mettaient dans les fourgonnettes et ils les emmenaient en prison. Donc, pas plus tard qu'hier soir, des milliers de gens dans la région de Kurdistan ont été arrêtés. Où ils sont partis, personne ne sait. On n'est pas au courant. Et les informations qui arrivent de ce genre inquiètent de plus en plus parce qu'on ne sait pas quand même quelle est la part de rumeurs,
quelle est la part de peur et quelle est de la part de la réalité. Mais en tout cas, on dit les rumeurs sont toujours alimentées par une certaine réalité. Mais c'est pour ça que les uns et les autres, vous êtes prudents et je vous en remercie. Laetitia, je voudrais qu'on se penche ensemble sur la guerre des images. C'est aussi ça, vous posez la question de l'efficacité de ces séquences qu'on voit tourner un peu en boucle sur les médias sociaux. On les a vues tous, partout, sur tous les supports vidéo. Bien sûr, elles choquent, elles sont faites pour cela, elles sont faites pour alerter l'opinion publique mondiale. Et surtout occidentale. Pourquoi ? Parce que c'est la liberté des femmes qui est en question. Les vidéos donc, où certaines Iraniennes, on l'a vu dans le sujet, se coupent les cheveux et brûlent leur voile. Donc elles sont devenues virales. Et ces séquences, je sais pas, je pense qu'on va on les revoit en même temps que pendant que vous nous parlez. Elles ont été vues déjà des millions de fois en France. Vous posez la question de leur impact, notamment en Iran. Oui, Thomas, est-ce que ces images sont vues en Iran ? Est-ce qu'elles sont virales en Iran ? Quel est le retentissement de ces images en Iran et dans les autres dictatures religieuses ? Est-ce que ces images, par exemple, circulent en Afghanistan ? Est-ce qu'elles circulent en Arabie Saoudite, qui sont aussi basées sur la négation de la liberté de la femme et sur le postulat de son infériorité ? Parce que c'est quand même l'hypothèse fondamentale dans ces sociétés dictatoriale et religieuse. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que ces images ne servent à rien. On le sait, le poids des images montre et donne un écho à une, vous l'avez dit, à une révolution, à en tout cas une révolte qui jusqu'à là était inédite. Mais encore une fois, est-ce que le pouvoir peut tomber à cause des images ? Est-ce que les réseaux sociaux peuvent porter une révolution ? Vous avez fait bien sûr référence aux révolutions arabes. Oui, ça a marché, mais après, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? Aujourd'hui, où en sommes-nous dans les régimes de ces pays du Maghreb ? Pour le moment, les manifestations en Iran sont quand même réprimées par des tirs, vous l'avez dit aussi, par des enlèvements, par des rafles. Et il y a surtout une nouvelle loi qui est en train d'être réfléchie par les hauts dignitaires de l'Iran. Alors, il s'agirait d'utiliser la reconnaissance faciale dans le métro pour distinguer les femmes qui seraient non voilées, mais aussi trop maquillées ou habillées trop court. Donc vous voyez que pour l'instant, le pouvoir ne recule pas vraiment. Une chose est sûre, les femmes seules ne gagneront pas ce combat. Il faut qu'elles soient absolument accompagnées par les hommes. Je suis d'accord, il y a des hommes dans les manifestations, mais est-ce que vous avez vu des hommes se couper les cheveux ? Moi, je n'en ai pas vu. Voilà. Le salut des femmes passera par la solidarité des hommes. Est-ce que c'est le cours de l'histoire de ces régimes religieux, de ces dictatures religieuses ? Personne ne le sait. Christian Macarian, on reviendra sur l'histoire de la reconnaissance faciale parce que je trouve que c'est intéressant. Mais là, on parle depuis le début de ce débat d'un levier qui est majeur, qui est le levier de la révolte d'une société jeune et qui est en train de craquer. C'est ce que vous nous décrivez. Quels autres leviers pourraient s'activer pour faire vaciller ou tomber ce régime des mollahs ? Je crois qu'il faut d'abord, pour répondre à votre question, rappeler dans quelle société on est. Et puisque Agnès Levallon n'est pas tout à fait d'accord avec moi, je me permets de dire que je ne le suis pas non plus, ce n'est pas la Tunisie, pas du tout, l'Iran. Et il y a par exemple beaucoup plus de femmes professeurs de médecine en Iran qu'en France. Et oui. Le régime a raté beaucoup de choses, mais pas nécessairement l'alphabétisation. Ça, c'est pas le point le plus raté du régime. Les femmes ont des positions. Elles peuvent être physiciens nucléaires, justement, ou ingénieurs dans l'aviation. Oui. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que c'est un enjeu de pouvoir, pour le pouvoir. La femme, son statut, son apparence, sa centralité est un enjeu de pouvoir. C'est un pouvoir religieux, certes, mais c'est aussi la femme, le symbole de la modernité, de l'ouverture, de la transformation et derrière de l'idée démocratique. Donc, si les femmes veulent protester
autrement que sous forme de manifestation. Compte tenu de leur présence et de leur force dans la société, il y a d'autres moyens d'agir. Il peut y avoir des formes de grève, de refus d'obtempérer, il peut y avoir beaucoup de choses. Je rappelle aussi que la police religieuse qui s'occupe des femmes est constituée de femmes, il faut aussi tout dire, qui sont vêtues du tchador intégral. Donc il y a des réalités qui sont très complexes et très propres à la société iranienne. À mon avis. Oui. Je voudrais parler de cette histoire de reconnaissance faciale. Quelles infos vous avez, Mme Shirali? Est-ce qu'elle est déjà à l'œuvre dans peut-être la capitale, Téhéran? Absolument. Est-ce qu'il maîtrise la... Pardon, ma question elle est peut-être un peu... Est-ce que la technologie est maîtrisée? Parce que je disais dans un article que, certes, il y a des caméras, mais peut-être qu'on ne sait pas analyser les images suffisamment précisément. Malheureusement, il s'est parfaitement analysé parce qu'il procède des arrestations massives après coup, une fois que les manifestations sont terminées. Et il arrête les gens qui étaient dans les jeunes filles qui n'étaient pas fermement voilées, il les arrête après coup. Donc, malheureusement, il maîtrise parfaitement bien, en tout cas assez bien, pour procéder à ces arrestations massives. Et l'une des questions que posait Laetitia, c'était est-ce que ces vidéos que nous, on voit, comment circulent-elles en Iran ? Parce que j'imagine que ceux qui les publient prennent des risques, eux aussi. Tout à fait. Alors, il faut quand même savoir que nous sommes en train de parler d'un pays où l'espace public est herméneutiquement fermé. Donc, depuis quelques années, les Iraniens ont créé un espace public parallèle sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes iranien et que vous n'êtes pas sur Instagram, vous n'êtes pas sur Twitter, vous n'êtes pas sur Facebook, vous ne faites pas partie de la communauté des jeunes. Donc, un jeune Iranien, il est partout. Il est partout. Et sur les réseaux sociaux, il voit tout, il publie tout. Et ces images que nous voyons, ce sont les images qu'eux, ils nous envoient. Ils nous envoient. En plus, ils sont parfaitement capables de nous dire que telle image est fausse, c'est un fake image, comme ils disent, et l'autre est parfaitement correct. Donc, moi, je vérifie toujours les vidéos que je reçois sur WhatsApp. Sur Twitter, je le mets sur Twitter. Tout de suite, ils vérifient, ils disent c'est bon et c'est pas bon. Ils sont parfaitement capables, ces jeunes Iraniens. Mais est-ce que sur les réseaux sociaux iraniens, ça tourne en boucle. D'accord. Ça tourne en boucle. Agnès Leval, depuis hier, alors, on parle de cette police des mœurs. Ce qu'on appelle les Bassidji, c'est ça ou c'est encore autre chose? Juste, moi, j'avoue quand je ne sais pas. Donc, je me tourne vers ceux et celles qui savent. Oui, ce sont ceux qui vont vérifier. Alors, ils ont d'autres fonctions, mais ils peuvent aussi participer à vérifier que la tenue sociale est respectée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quelques années, en fait, la pression était beaucoup moindre sur les femmes en particulier. Moi, je me souviens, lors de mon dernier séjour en Iran, avant le Covid, en fait, il n'y avait pas du tout cette pression qu'il y a aujourd'hui. Et on voit bien qu'avec le nouveau président iranien qui a été élu, qui est vraiment un conservateur, on voit qu'il y a eu une reprise en main de la part de la société par les forces politiques, puisqu'il y avait quand même eu un relâchement. Et moi, je me souviens une fois, j'étais dans la rue où j'avais juste le foulard sur la tête, puisque c'était obligatoire, et j'ai croisé une jeune Iranienne qui m'a fait un petit signe pour me dire, mais il faut le mettre un peu plus loin, puisque elle prenait des libertés, et elles étaient un peu énervées de voir que les occidentales, qui avaient peur justement des contraintes, mettaient le voile de façon beaucoup trop stricte par rapport à elles qui prenaient des libertés. Ça se joue au nombre de centimètres de cheveux qui apparaissent. Quoi. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'on sentait qu'il y avait justement un relâchement de la part de cette police des mœurs. Moi, j'en ai dans la rue, je me suis quand même beaucoup promenée à Téhéran, j'en avais pas vu, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existait pas et qu'elle ne faisait pas leur travail. Des policiers en civil? Alors, oui, mais ceci dit, ce sont aussi beaucoup des femmes, effectivement, qui vont contrôler et qui, elles, pour le coup, elles sont vraiment habillées, tenues traditionnelles, maximales, si je puis dire. Elles ne prennent pas du tout de liberté avec la tenue comme les Iraniennes peuvent le faire. Et ce qui m'a frappé là dans les derniers événements auxquels on assiste, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a une recrudescence de la part de contrôle de la société par ces forces de police qui, effectivement, sont là pour vérifier que cette jeune femme n'avait pas mis son voile exactement comme il fallait, alors qu'il y a quelques années, c'était, j'allais dire, monnaie courante dans les rues de Téhéran, ces libertés qui étaient prises. Et donc, on voit bien qu'il y a eu un durcissement de la part du système politique. Et ça nous amène vraiment à la question politique
politique aujourd'hui avec la présence de ce président qui est vraiment un ultra-conservateur et qui, même s'il a ordonné une enquête pour essayer de comprendre d'où venait, quand il a vu la réaction justement face à la mort de cette jeune femme, on sent effectivement que ce pouvoir se demande comment réagir face à cette mobilisation. Pour l'instant, il semble un peu démuni. Je trouve qu'il a l'air d'un peu d'hésiter. Bon, il réprime, ça c'est évident, parce que c'est la seule chose qui se fait. Ça, c'est le réflexe habituel des dictatures. Et surtout, je crois qu'il sait que s'il laisse un peu les choses avancer, à terme, c'est sa légitimité qui sera complètement remise en question. Moi, je crois que c'est vraiment ça la question. Parce que je crois que c'est ce qui... Alors, on y viendra dans un court instant. C'est une bonne question, Laetitia, on l'a prévu, mais on va y revenir dans un très court instant. Je vous laisserai la poser d'ailleurs. Mais je vous propose d'autres images qui me semblent intéressantes sur puisqu'on essaye d'évaluer l'ampleur de cette révolte. L'un de ces policiers en civil, poursuivi, frappé par la foule. C'est une vidéo qui a été publiée par un opposant iranien au régime des Mollahs. Il est exilé en France, il s'appelle Afshin Alavi. Elles sont, selon lui, datées d'hier soir. Cette scène, elle se déroule dans le nord du pays, dans la ville de Rasht, pardon pour la prononciation. Donc, je pense que vous le voyez bien, c'est vraiment... Il y a une foule qui court après un homme et qui le moleste, le frappe les uns après les autres. Ce sont des hommes qui lui courent après, majoritairement. Afshin Alavi affirme que des scènes identiques ont eu lieu dans d'autres villes du pays. Manal Shirali, là, c'est encore un degré supplémentaire, c'est-à-dire oser s'attaquer aux représentants du pouvoir, à ces policiers en civil. Est-ce que c'est un degré supplémentaire pour vous ou pas? Peut-être que ça a déjà eu lieu. C'est la force de solidarité. C'est qu'à partir du moment où les Iraniens arrivent à braver les interdits, à sortir, à manifester malgré cette immense terreur qui règne sur l'Iran, ils prennent confiance en eux et c'est ce que vous avez vu dans ces images, je les ai reçues hier moi aussi, ça montre que quand un peuple prend confiance dans sa volonté et dans sa force, personne ne peut lui résister. Mais ma question, c'était, est-ce qu'on a déjà assisté à des scènes comme celle-là lors d'autres révoltes ou mouvements populaires en Iran? Personnellement, je n'avais pas vu. C'est la première fois. Pour vous, c'est un degré supplémentaire. C'est la première fois et ça, c'est très important. C'est très important. Ça veut dire que de plus en plus, les Iraniens sont en train de prendre confiance en leur action, en leur capacité d'agir. Et c'est quelque chose qui est quand même très important. Laetitia, donc la question que vous vouliez poser. De l'alternance, parce que si le pouvoir tombe, imaginons que cette révolte et que le pouvoir ne sait pas y répondre, et finalement tombe dans les problèmes de révolution arabe, justement ce qui s'est passé, c'est qui après ceux qui tombent, qui peuvent reprendre le pouvoir? Est-ce que là, il y a une opposition, par exemple? Rapidement, et ensuite je donne la parole à Christian Macarian. En ce moment, ce pays, il y a un tel chaos dans ce pays que vraiment, il y a une absence totale d'un pouvoir politique qui arrive à gouverner. Il y règne un tel chaos que les Iraniens ne se posent pas la question, parce que le chaos est déjà là. Et vous pensez que dans un pays avec 85 millions d'habitants, avec 10 millions d'Iraniens à l'étranger hautement cultivés, avec des millions d'Iraniens hautement cultivés à l'intérieur du pays, vous pensez qu'ils sont incapables de... Ils sont organisés déjà. Voilà, alors, et je vais poser la question, pardon de vous interrompre, à peut-être Christian Macarian, et je suis sûr que vous pourrez nous en parler aussi, Agnès Louvalo, mais est-ce qu'il y a encore, parce que là on parle d'une éruption populaire en quelque sorte, qu'on peine encore à mesurer, c'est peut-être un peu trop tôt, mais est-ce qu'il y a encore une opposition constituée qui s'exprime par des canaux, on va dire légaux, publics. Le terme d'opposition n'est pas forcément approprié. Contestation, sans doute, mais il faut aussi contestation intérieure, oui. On vient de voir des images qui sont très, très illustratives. Mais il y a aussi ce qui se passe à l'étranger. Donc, pour ce qui est d'une opposition constituée, il y a beaucoup de groupes à l'étranger, d'importance diverses et d'ailleurs de qualité et de réputation diverses aussi, à Paris par exemple. Donc, il y a différents cercles. Mais fondamentalement, moi, je ne sais qu'une chose en tant que journaliste. Il y a 10 jours à peine, si nous avions dit sur le plateau de cette émission que la mort d'une femme causée par une police religieuse va suffire à enflammer tout le pays et que dans de très nombreuses villes, spontanément des femmes, puis suivies par des hommes, vont se rebeller et envoyer des slogans tout à fait contraires à ce qui se passe et mettre le pouvoir en cause, tout le monde aurait dit non,
c'est impossible. Or, c'est ce qui est en train de se passer. Oui. Donc, je propose qu'on soit modeste face aux événements et qu'on fasse confiance au peuple iranien, qu'on dise qu'on peut encore se tromper sur le degré de pourrissement de ce régime parce qu'il y a un climat social, économique, abominable en Iran. Il y a des gens qui vraiment ont beaucoup de mal à boucler les fins de mois, qui mangent pas à leur faim. La crise économique est effroyable. Les effets de la pandémie, on ne les connaît pas tellement il y a du mensonge sur le nombre réel des victimes, etc. C'est un pays qui est littéralement à la ramasse et qui en plus, dans la crise de l'Ukraine, subit lui aussi les effets et qui se trouve quand même en liaison assez étroite avec la Russie. Il y a encore beaucoup de développements possibles qui vont, à mon avis, dans un sens, et je dirais une dernière chose quand même, dans un sens qui est très négatif pour le pouvoir. Et un dernier point, c'est que ce pouvoir n'a pas de savoir-faire face à une société qui n'est pas mue justement par des groupes politiques faciles à identifier et à réprimer. Et là, si vous avez une contestation polymorphe, mais profonde, ce pouvoir n'a pas le savoir-faire. Alors, c'est ce que nous disait Agnès Leval tout à l'heure, sur une opposition même larvée, même clandestine. Peut-être là aussi que c'est difficile de répondre à cette question, mais... Il y a des oppositions en Iran, bien sûr qu'il y a des oppositions, il y a des opposants, il y a des personnes qui prennent des risques, qui ont pris des risques. Il y a eu la fameuse révolution, en quelle année? Maintenant, j'ai un trou de mémoire, où il y avait toute cette opposition qui avait fortement manifesté en Iran lors des élections. Donc, il y a une opposition qui existe, il y a des forces politiques qui sont présentes dans ce pays. Donc je crois que la question de la relève n'est pas la question pertinente à ce stade. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est évident que dans un pays comme l'Iran, avec beaucoup d'Iraniens formés, avec des compétences indéniables, et on l'a vu lors de toutes ces dernières années qui se sont passées, il y a des personnes qui sont compétentes. La grande difficulté, c'est que c'est un pays qui s'est complètement délité, le système politique étant ce qu'il est, une situation économique de par les sanctions qui sont imposées à ce pays maintenant depuis des années, vous avez tout un tissu économique qui est mis à mal parce que aucun investissement ne peut être fait pour maintenir en état les infrastructures permettant au pays de se développer. Donc vous avez un délitement du tissu économique industriel considérable. Et alors que le pays est très riche parce qu'il a du pétrole, alors de sa manière, il profite aujourd'hui de la crise ukrainienne puisque l'Iran a du pétrole et du gaz et que donc est-ce qu'il peut le vendre? Bien sûr, il y a tout un système, il y a des réseaux évidemment. Et comme on a besoin aujourd'hui, le monde a besoin de pétrole, on peut fermer les yeux sur certaines pratiques pour obtenir de ce pétrole et que donc c'est une occasion aujourd'hui pour l'Iran d'avoir un peu plus d'argent. Mais c'est vrai que ce qu'il faut bien comprendre, me semble-t-il, c'est l'état vraiment de déliquescence de la société iranienne en raison de ces sanctions économiques qui font qu'aujourd'hui, beaucoup d'Iraniens n'ont plus rien à perdre aussi. Et que donc, dans cette mobilisation, ce que l'on sent aussi, c'est que trop, c'est trop. C'est-à-dire que beaucoup d'Iraniens ne mangent plus de viande depuis maintenant des mois et des mois parce que ça coûte une fortune, que les ressources économiques ne sont plus là, même s'il y a une légère embellie, comme je viens de le dire, grâce à la crise en Ukraine et le fait que l'Iran peut exporter un peu plus de pétrole. Mais les sanctions sont quand même ravageuses. Une partie de la population iranienne souhaiterait que le fameux accord sur le nucléaire soit signé pour qu'une partie des sanctions soit levée et que de l'argent vienne et apporte une amélioration dans la vie du quotidien, même si une autre partie ne veut pas en entendre parler parce que les durs estiment qu'il faut tenir tête aux Américains. Donc je pense qu'il est important aussi dans ce mouvement de prendre en compte ces différentes dimensions qui donnent mieux aussi à comprendre ce qui se joue, à savoir une société qui est exsangue, qui est épuisée et qui a les plus grandes difficultés à joindre les deux bouts. Et donc, il y a un moment aussi, quand vous sentez que vous n'avez plus rien, vous n'avez plus rien à perdre, eh bien, vous y allez. Et c'est ça aussi, je pense, qui peut faire peur à ce régime, de se rendre compte que aujourd'hui, une partie des Iraniens se disent bon, on y va et on verra bien ce qui va se passer. Alors, le rôle de la communauté internationale, voilà ce dont on va parler, et notamment, on va parler des négociations sur le programme nucléaire iranien. Mais je voudrais commencer, Laetitia, avec vous, peut-être pour dire un mot des réactions des personnalités, femmes et hommes politiques français, à la mort de cette jeune femme. On va dire qu'elles sont modérées, c'est ça? Service minimum. Fin de l'édito. Quelques tweets. Oui. Yael Braun-Pivet, par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale, Valérie Pécresse, Olivier Faure, Bruno Retailleau. Et puis il y a cette phrase cliché qui revient, qui dit « Le combat des femmes iraniennes est le nôtre ». C'est faux.
Ça n'a rien à voir là quand un homme ou une femme politique prononce cette phrase, écrit cette phrase, il s'adresse ou elle s'adresse surtout à l'opinion publique occidentale pour nous conforter, nous femmes, dans nos libertés acquises. Il y a aussi des opportunistes. Et oui, il y a aussi les opportunistes qui n'ont pas peur, peur de rien, comme Bruno Retailleau, qui, lui, dans son tweet, en profite carrément pour mettre un tacle aux néo-féministes françaises qui se tromperaient de combat, je le cite. Pendant que les néo-féministes d'ici dissertent sur le sexe des barbecues, les vrais féministes d'aujourd'hui luttent en Iran au péril de leur vie. Au minimum, Thomas, c'est hors sujet et c'est surtout indécent. Et après les mots, après les condamnations souvent molles, je vous ai même pas passé le tweet du ministère des Affaires étrangères qui vraiment était, on va dire un service minimum vraiment obligatoire, je pense, par les faits. Quels sont les actes après les mots? Quelles sont les conséquences? Comment la France peut-elle interférer dans l'histoire de l'Iran? Surtout, vous l'avez dit, madame, quand on a besoin de ce pays sur la scène géopolitique. Alors effectivement, le gaz iranien ou le pétrole, il serait bien utile à l'Europe en ce moment. Les livraisons, elles passent peut-être par des canaux détournés. On va parler de ça. On va parler surtout de l'arrêt du programme nucléaire iranien, des négociations qui sont en cours avec Tam Tranmi, qui doit être juste derrière. Bonsoir Tam, bienvenue sur ce plateau. Elles en sont où aujourd'hui, ces négociations ? Alors pour commencer, on va faire un petit retour en arrière. En 2015, l'accord sur le nucléaire iranien est conclu. Il doit empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique en échange de la levée de sanctions qui asphyxient l'économie iranienne. 3 ans plus tard, 2018, l'accord il est torpillé par Donald Trump. Depuis, le président des États-Unis a changé. Les négociations ont repris en 2021. Et cet été, les négociateurs avaient réussi à lever plusieurs points de blocage, ce qui laissait voir un peu de lumière au bout du tunnel. Et patatras. Dans une déclaration conjointe le 10 septembre, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne déplorent, je cite, la poursuite de l'escalade nucléaire de l'Iran et son absence de coopération avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et une attitude qui, je cite encore, met en péril les perspectives de rétablir l'accord sur le nucléaire iranien. Dans la foulée, l'Iran dénonce un acte non constructif et regrettable. 2 jours plus tard, le chancelier allemand Olaf Scholz ne se fait plus beaucoup d'illusions. Écoutez. L'accord n'arrivera certainement pas dans un proche avenir, malgré les apparences à un moment donné. Nous restons patients, mais nous restons aussi clairs. Il faut empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, ce qui serait un danger pour toute la région et pour de nombreuses régions au-delà. Emmanuel Macron a rencontré en cette fin d'après-midi, en marge de l'Assemblée nationale des Nations Unies, le président iranien Ebrahim Raïssi. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel entretien ? Écoutez, si on écoute la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, on n'attend pas grand-chose, en tout cas sur le dossier du nucléaire iranien. Hier, Catherine Colonna a donné une conférence de presse à New York et elle ne s'est pas montrée très optimiste. On l'écoute. La fenêtre d'opportunité qui était déjà encore faiblement ouverte à la fin du mois d'août me semble près de se refermer. Et nous ne cessons de dire, chacun d'entre nous, à titre national ou à plusieurs, vous l'avez vu encore la semaine dernière, qu'il n'y aura pas de meilleure offre sur la table pour l'Iran et qu'il lui appartient de prendre une décision. Voilà, malgré les négociations, le programme nucléaire iranien accélère. Selon un rapport de l'AIEA datant du mois de mai, la République islamique a accumulé un stock d'uranium enrichi qui dépasse de plus de 18 fois la limite qui était autorisée par l'accord de 2015, ce qui, pour les Européens, va, je les cite encore, bien au-delà de toute justification civile plausible. Et puis on l'a évoqué très rapidement avec Christian Macarian, tout ça se passe dans un contexte de rapprochement avec la Chine et la Russie. Et oui, on assiste aujourd'hui au retour à une logique de bloc avec d'un côté les occidentaux, de l'autre un axe Chine-Russie auquel se rattache aujourd'hui l'Iran. L'Iran qui craint un peu moins les sanctions américaines en s'appuyant sur Moscou et Pékin. Et puis, il y a aussi une donne du côté des États-Unis où la situation est compliquée pour des raisons de politique intérieure. Les républicains sont farouchement opposés à un accord avec l'Iran, par exemple. Or, il paraît aujourd'hui très hautement improbable de conclure un accord avant les élections de mi-mandat. C'est les élections du 8 novembre prochain. En cas de victoire des républicains, on voit encore moins comment cet accord pourrait être conclu, mais on n'en est pas encore là. Merci Tam pour toutes ces explications. Christian Macarian, est-ce que vous diriez que l'Iran est dans une
position de force liée au contexte international sur cet accord sur le nucléaire? Non. Non, parce que il a pour allié quand même Vladimir... Enfin, allié, c'est pas le terme exact, mais comme pays partenaire, la Russie, qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas en grande forme, la Russie de Vladimir Poutine. Il a pour fournisseur la Chine, qui est un pays extrêmement prudent, la Chine qui est très proche de l'Iran. L'économie iranienne vit en grande partie, survit grâce à la Chine, c'est tout à fait essentiel, mais c'est un pays qui reste complètement isolé. L'effet des sanctions est quand même ravageur, comme l'a décrit Agnès Levallois tout à l'heure. Ça continue à s'exercer. Donc, il n'y a qu'ici qu'on pense que les sanctions, ça sert à rien du tout. Je veux dire, ici en Occident. Croyez-moi que je souhaite pas à aucun pays occidental de subir des sanctions du type de celles qui sont imposées à l'Iran, qui portent même sur les médicaments de base. Donc, un nouveau-né est menacé par ces sanctions-là, par exemple. Ça prend une allure très, très concrète. Non, l'Iran n'est pas du tout dans le camp des vainqueurs. De surcroît, il n'y a pas deux camps dans le monde à l'heure actuelle. Ce que l'Assemblée générale de l'ONU va démontrer, c'est qu'il y en a trois. Il y a ceux qui sont éventuellement pour soutenir la Russie, ça fait 7 pays. C'est vraiment très très peu sur 193. Il y a ceux qui sont dans le camp occidental pour sanctionner la Russie, etc., et pour sanctionner aussi l'Iran. Et puis il y a tous ceux qui sont au milieu et qui n'ont pas envie d'être entraînés dans cette confrontation. Et là, à ce titre-là, l'Iran est noyé dans la masse. Regardez par exemple le poids d'un pays comme l'Inde. L'Iran est très embarrassé face à un pays comme l'Inde. C'est un vrai concurrent, ce qui fait que oui, peut-être l'Iran écoulera un peu mieux son pétrole, mais de toute façon, l'Iran est en sous-capacité de raffinage. L'Iran est un pays qui a un paradoxe incroyable, à cause justement du fait que ce soit un pays paria mis au banc du reste de la planète. C'est un pays qui n'a pas eu le temps de renforcer ses capacités de raffinage. Donc, il exporte du brut et ça le met en état de dépendance, par exemple, vis-à-vis d'un pays auquel ils vendent du pétrole comme l'Inde, sur la plus-value que peut représenter ces ventes de pétrole. L'Iran est un pays qui est dans une posture extrêmement difficile. Ça explique hélas pourquoi il se crispe d'autant plus sur la question nucléaire. Oui. Alors justement, Agnès Levallois, vous l'avez un peu décrit tout à l'heure, mais je pense que c'est passionnant de détailler ça. C'est-à-dire qu'il y a des, au sein même du pouvoir iranien, certains qui militeraient pour signer cet accord sur le nucléaire, pour donner un peu d'appel d'air, on l'a compris, économique au pays? Oui, certains considèrent qu'il faudrait absolument signer cet accord, puisque ça permettrait, même si les élections du midterm aux États-Unis risquent d'avoir une incidence sur cet accord, de se dire on aura peut-être quand même quelques mois et pendant lesquels on peut engranger un peu de devises et permettre justement de donner un peu d'oxygène à cette économie. D'autres, en revanche, disent mais on n'a aucun intérêt. La fenêtre de tir est tellement étroite qu'on n'a aucun intérêt finalement. Mais là, pardon de vous interrompre, les révoltes auxquelles on assiste pourrait pousser ce camp-là à avancer ses pions en disant justement c'est le moment de signer l'accord pour se donner un peu d'air économique et calmer la foule. Sauf que ça va pas aussi vite que ça peut-être. Oui, ce qu'on voit bien, c'est que le président actuel, qui est quand même plutôt un conservateur et qui lui n'est pas du tout en faveur d'un dialogue avec les Américains, ou en tout cas cet accord, soit il se raidit un peu plus, soit effectivement il comprend qu'il a plutôt intérêt à essayer d'ouvrir un petit peu le jeu d'un point de vue stratégique. Donc je pense que les négociations qui ont lieu en ce moment, les discussions en tous les cas à New York, peuvent peut-être permettre de faire bouger les lignes. Et je pense que si effectivement le communiqué du Quai d'Orsay était aussi soft, passez-moi l'expression, sur ce qui se passe en Iran, c'est peut-être évidemment pour préserver la discussion qui devait avoir lieu à New York entre le président Macron et son homologue iranien. Oui. Un dernier mot de conclusion, il nous reste 1 minute dans ce débat, Manas Chirali. Est-ce que le peuple iranien attend quelque chose d'un président français ou d'une Union européenne dans un contexte comme celui-là? Excellente question. En effet, parce qu'ils ont compris, quand il y a les regards des Occidentaux rivés sur la société iranienne, sur la violence de l'État envers la société, l'État n'ose pas avancer dans ses exactions, n'ose pas réprimer les Iraniens. Nous n'avons pas oublié 2019,
vraiment un nombre inestimable des Iraniens ont péri sous les chars, sur les tirs. Et après, c'était une pression de la part des Iraniens qui étaient à l'étranger sur les gouvernements occidentaux. Et les Occidentaux ont réagi. Depuis, on voit que à chaque fois, les Iraniens contestent, ils sortent, l'État n'ose pas les tuer, n'ose pas faire le même massacre. Pourquoi ? Parce que les regards des Occidentaux, surtout les journalistes, surtout la société civile des pays occidentaux, est rivée sur l'Iran. C'est pourquoi les Iraniens comptent énormément sur les médias occidentaux, sur les journalistes occidentaux, et ils suppliaient hier: écoutez-nous, ils sont en train de nous tuer, ne nous laissez pas mourir sans attendre. Donc, c'est très important ce que les Occidentaux, surtout les médias, font par rapport à l'Iran. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. À bientôt dans Sens Public.